Suis-je accro aux anonymes? Les anonymes anonymes? Est-ce que t'es accro Accro. au Nîmes? Onime? Ouais. Onem? Ouais, au Nîmes. Onime. Voilà. Eh bien, bonjour MMM, bonjour Medbel. Hello. Bonjour Cécile. Bonjour, bienvenue dans l'émission Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un invité, Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que MMU, tu nous as trouvé un invité cette fois pour cette émission. Oui, j'ai invité Jean-Jacques pour parler un petit peu de l'association dans laquelle il est et full disclosure dans laquelle je suis également, même si je suis pas vraiment actif parce que j'ai pas le temps, donc voilà. Mais voilà. Un lobby à vous. Oh non, je déclare tous mes conflits d'intérêts, moi, contrairement à beaucoup d'autres. Des noms. Mais voilà. Et donc, on va parler donc de FouPGP. Ok. Donc, dedans, il y a PGP. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui en ont entendu parler. Oui, ça me dit quelque chose. Vaguement. Voilà, c'est un truc informatique encore. On détaillera. Ah oui, mais c'est vrai. On est sur Underscore. Oui, bienvenue dans Underscore. Ah oui, oui. Voilà. L'émission qui vous dit tout sur l'actualité du numérique. C'est ce que je viens de dire. Il fallait le souligner. Et même qu'on va passer par de l'actu. Et oui, qu'est-ce qu'on a à l'actu? Quick à l'Adopi, le Conseil d'État a donné raison à la quadrature du net. French Data Network, FDN, Francilien.net et Fédération FDN. Il a reconnu que le système de surveillance de la Adopi opéré depuis 2021 par l'ARCOM n'est pas compatible avec le respect des droits fondamentaux protégés par l'Union européenne. En conséquence, il a enjoint au gouvernement de procéder à l'abrogation d'une partie d'un décret central de la Hadopi qui organise la riposte graduée. Ce combat, la quadrature, le mène depuis les premiers débats législatifs à l'Assemblée en 2009. En effet. C'est génial. Et pour l'ANSSI, la France n'est pas à la hauteur des cyberattaques. Ramener sa population... La France est le pays le plus touché par des violations de données au monde. La France affiche une densité de violations 12 fois supérieure à la moyenne mondiale. On est mauvais élèves. Pour une fois qu'on est les meilleurs quelque part. Ah oui, quelque part. Cybermalveillance.gouv.fr publie son rapport 2025. Le dispositif national de prévention a franchi un cap avec plus de 500 000 victimes assistées, en hausse de 20% par rapport à 2024. EuroOffice, nouvelle alternative à Microsoft Office. Fruit d'une coalition d'entreprises réunissant Ionos, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject et d'autres, EuroOffice est une suite bureautique open source présentée comme souveraine et comme une alternative au géant Microsoft. Par contre, sera un peu jaloux OnlyOffice. Le Dinam annonce sa sortie de Windows au profit de postes de travail sous système GNU Linux. Le Dinam, et son nom l'État français comme vu ailleurs, quitte enfin Microsoft Windows pour Linux sur les postes de travail de ses 250 agents et agentes et demande aux différents ministères de préparer leur plan de transition vers moins de dépendance étrangère d'ici l'automne 2026. Eh bien, c'est tout pour l'actualité. Et oui. Alors, la DINUM, pour rappel, c'est la direction interministérielle au numérique. Merci pour la précision. Allez, on écoute une petite musique. Alors, si j'arrive à lancer, parce que j'ai des petits High soucis avec le Score de cartoucheur. Virgile. Virgile! Allez, c'est parti.
Il s'agissait de High Score de Virgile. J'ai pas pu m'empêcher. Oui, encore une musique qui est issue de la révision 2026. Cette musique a accompagné une démo qui a été proposée dans la catégorie Amiga et elle a terminé 3e. Et Virgile, c'est Virgile quoi. Et bon, c'est vrai que pour le coup, tu avais du son binaural dans ton oreille. Oui, on sent bien la différence. Alors pour nos auditeurs qui écoutent au casque, oui, vous allez voir, il y a une différence entre les deux niveaux, entre le gauche et la droite. C'est pas pareil et c'est normal. Eh bien, vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, nous avons un invité, Jean-Jacques, et je te laisse la parole pour que tu puisses le présenter. Eh bien oui, bienvenue Jean-Jacques. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Alors, je suis ingénieur informaticien. Ah voilà. Comme ingénieur informaticien. Non, désolé. Je suis... Oui. Mais il y a plein de jeunes qui n'ont plus la référence. Bon. C'est arrivé qu'on la passe dans l'émission. Oui. Bien. Oui, donc je suis tombé dans le logiciel libre à la fin de mes années d'études en école d'ingénieur. Et depuis, j'en suis pas sorti. Et ça m'a ouvert des portes, puisque ça m'a permis de commencer ma carrière comme formateur. Bon, ça s'est mal passé parce que j'étais très jeune et je n'avais aucune expérience du monde professionnel. Bon, bref. Mais j'ai quand même, à peine sorti d'école, j'enseignais à des gens qui avaient 20 ans de plus que moi, comment configurer Apache, comment faire du Bash, du Shell, du SSH, etc. Ouais, je ne comprenais pas du tout leurs attentes, donc ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, j'étais chez Sagem. Chez Sagem, c'est très passionnant parce qu'on avait un plateforme, techniquement... En fait, c'était pour mettre Linux sur le téléphone Sagem. Voilà, on était en train de faire quasiment Android en France. Mais hélas, 6 mois après, ça s'est arrêté. Et il y avait des collègues qui faisaient du reverse engineering sur les premiers iPhones. Et oui, j'ai subi des décisions de décideurs qui ne comprenaient pas grand-chose de la technique, qui pensaient qu'en alignant des gros chiffres, ils allaient pouvoir décider de ce qui allait se vendre et de ce qui allait pas se vendre. Et qui pensaient Linux sur smartphone, ça ne marchera jamais. Voilà. Maintenant, quand on sait les parts de marché d'Android... Eh oui. Qui aurait pu prévoir voilà. Quelques regrets. Bon, et sans compter l'histoire Nokia aussi que j'ai suivi de très près. Ensuite, j'étais chez Philips Set-Top Box et là, c'était passionnant. Pendant 2 ans, j'ai fait de la R&D pure. Je faisais des applications. Je lui montrais tout ce qu'on pouvait faire sur du matériel pas cher, donc de l'embarquer, essayer de faire le maximum. C'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on utilise... les meilleurs à l'époque, il ne faut pas le dire, c'était l'équipe de Free. Et on était en train de leur courir après. Les box, les box ADSL, quoi. Voilà. Les box, alors moi, c'était plus les box télé. J'étais plus dans la partie télé, donc médias, multimédia. De chez Free Non, j'étais pas chez Free, j'étais chez Philips. Alors, Philips Set-Top Box, il faisait aussi le boîtier canal. Et moi, je faisais les advanced devs, c'est-à-dire que les choses qui... Ensuite, je faisais des POC, je faisais des logiciels, des petits morceaux, je bidouillais des trucs. Alors, POC, c'est génial. Alors, POC, c'est Proof of Concept, c'est l'épreuve de... Voilà, pour montrer que ça peut marcher.
C'est ça. Et ensuite, donc l'époque que je faisais, il y a le salon d'Amsterdam tous les ans, le gros salon sur le sujet, ou Las Vegas, voilà. Ils montraient ce que je faisais. Moi, je ne les passais pas, mais ils montraient ce que j'avais fait dans leur petit showroom, etc. Pour dire, Donc, voilà, ça peut marcher. T'as bien bossé dans l'embarqué, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, ça m'a amené chez Orange, où chez Orange, c'était une grosse boîte. Alors, ce qui était assez passionnant, c'est qu'à la fois, j'étais dans le début du big data, justement, j'ai vécu de l'intérieur les scrupules qu'on pouvait avoir entre dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données clientes, est-ce qu'on les exploite au maximum ou est-ce qu'on essaie de les respecter. Donc, c'était des tensions qui nous traversaient, nous, dans les équipes, notamment justement entre les équipes commerciales qui, elles, voulaient maximiser La le tentation profit. marketing. Ouais. Et Alors, les... C'était avant le RGPD, sauf qu'avant le RGPD, sauf qu'avant le RGPD, il y avait la loi française qui faisait à peu près la même chose. C'est Mais vu ça. qu'il n'y avait aucune sanction, bah c'était pas très grave. Hein, on va dire ça. Bon, ouais. Ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas dire que On a rien dans toutes dit. les boîtes, il y a des tensions entre des gens Ouais. qui essaient qui ont des scrupules et d'autres qui n'en ont pas. Et des gens qui ont Comme certains... partout, oui. Ouais, bah. Bon, mais du coup, si je t'ai fait venir dans l'émission, c'est pour parler de FouPGP. Alors, FouPGP, c'est quoi? Alors, ça a commencé, vraiment, l'association, elle n'a que 3 ans, elle est de 2023, mais en fait, elle est pour réparer quelque chose qui a commencé justement chez Orange. Alors, chez Orange, à la fois, il y avait... J'avoue que j'avais des jours où je m'emmerdais un peu, j'avais le temps de regarder autre chose, de faire beaucoup de veille technologique. Donc, j'ai découvert le Bitcoin l'année où c'est sorti, en 2009, et j'ai commencé un projet qui s'appelait OpenUDC, et qui devait... pour faire, ça a quand même donné ses petits, mais pas exactement comme je voulais, puisque c'est un peu ça le projet qui est à l'origine de la monnaie libre, la June. Voilà. Et en fait, donc dans la solution que j'avais dessinée à l'époque, que j'ai commencé à dessiner chez Orange, et ensuite je me suis même arrêté 2 ans pour l'avancer, ça devait utiliser OpenPGP. Et en fait, OpenPGP, et là c'est une super technologie OpenPGP, mais que trop de gens méconnaissent. Alors c'est vrai qu'il était à l'époque complexe à appréhender. Et là, tout le travail de trop de gens la méconnaissent, mais c'est une technologie dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour lutter contre la surveillance de masse, pour casser les hiérarchies de pouvoir, pour justement proposer des modèles économiques ou des modèles technologiques qui respectent un peu l'individu et la planète. Donc pour moi, c'est vraiment crucial de faire monter tout le monde en compétences, les utilisateurs comme les développeurs. C'est ça la mission première de l'association FouPGP. Et si à l'époque de la monnaie libre, les autres développeurs qui m'ont un peu suivi à l'époque avaient cette connaissance, peut-être qu'on aurait eu une monnaie libre qui marcherait beaucoup mieux. Bref, mais on ne va pas trop parler de la monnaie libre ce soir, donc on va parler surtout d'OpenPGP, dont le but principe de l'association, dont le but est de vulgariser, de démocratiser les usages d'OpenPGP. Et pour ça, on s'en a aussi, excuse-moi encore de ne pas vous laisser parler, on a développé des outils qui facilitent la démocratisation. Ouais, la démocratisation et le fait de pouvoir que tout le monde utilise. Et par exemple, actuellement, on fait des ateliers, il y a des personnes qui sont très loin de l'informatique, qui arrivent maintenant à chiffrer et signer leurs emails. Et donc, c'est un niveau de sécurité aussi qui est supérieur, par exemple, à Signal. Voilà. Alors justement, pour nos auditeurs, PGP, ça veut dire quoi? Pretty Good Privacy. En fait, c'est une technologie qui est née avec Internet dans les années 90, donc plus exactement Philip Zimmermann. D'ailleurs, qui a eu des soucis avec la justice américaine à l'époque, puisqu'en fait, il apportait au grand public des solutions de chiffrement d'un niveau militaire. Donc, chiffrement, ça veut dire que quand on échange des messages, nos messages sont cryptés, c'est ça? Alors, on dit chiffré en français, mais... C'est ça, exactement. J'ai pas pu m'empêcher, désolé. Voilà, enfin, c'est le débat d'experts, on dit chiffré, on ne dit pas crypté. Oui, c'est ça, c'est mathématiquement impossible de lire le message sans avoir la clé de déchiffrement. Ok. Voilà, l'idée, c'est que... Alors, il y a plusieurs termes. Il y a chiffré, il y a signé. Alors, chiffré, en gros, c'est pour permettre une communication entre deux personnes sans qu'un tiers puisse voir ce qui est échangé. Oui, ils échangent une clé publique et clé privée, non? Alors après, il faut effectivement avoir à l'avance échanger des clés, etc. Il y a plusieurs façons de faire. Mais le but, c'est de chiffrer les échanges, donc de pas permettre à d'autres de savoir ce qu'on échange. Un peu comme Chat Control. Chat Control, il veut contourner ce truc-là. Et signer, par contre, c'est juste permettre de certifier en fait que l'émetteur
C'est bien qui moi. prétend être l'émetteur, c'est bien le bon émetteur. Ok. Donc ça peut être en clair. On peut faire les deux, on peut chiffrer et signer, mais bon. Mais enfin voilà. Mais le signer, ça veut dire, en fait, je sais que c'est toi qui m'as bien envoyé ce mail parce qu'avant j'avais déjà ta clé, je savais que c'était la tienne, et donc je peux confirmer que c'est bien toi qui m'as envoyé ce mail, Ok. etc. Et dans le cadre du C'est- PGP? C'est une technologie ouverte qui est en fait utilisée à partout, par plein de personnes, mais sans souvent dire que c'est OpenPGP. Par exemple, ProtonMail utilise PGP. Mm. Pas mal de solutions pour signer avec Git, quand on signe ses commits, tous les développeurs ils utilisent PGP. On peut très bien aussi utiliser PGP pour faire de l'authentification SSH. Et on aurait pu très bien faire du OpenPGP pour faire de l'authentification web à la place de Fido WebAuthn. D'ailleurs, à l'époque, en 2012, quand je me suis arrêté d'Orange, j'avais commencé une spécification et j'avais commencé aussi encore des POC, des Proof of Concept, pour utiliser OpenPGP pour s'authentifier sur le web. Ce qui permettrait de s'authentifier sans plugin de mot de passe, de faciliter grandement l'usage en augmentant le niveau de sécurité, en fait. Oui, parce que là, pour le coup, oui, il faut toujours retenir le mot de passe. Tout le monde n'a pas un truc qui centralise ses mots de passe. C'est chiant, quoi. Ça peut être embêtant. Surtout, en plus, dès l'époque, il y avait déjà des cartes à puce OpenPGP, en fait, et des connecteurs. Et donc, en fait, il y avait juste comme on pouvait s'authentifier donc sur Internet en rentrant sa carte, en connectant sa carte à puce à son ordinateur et en tapant juste un code PIN, comme on tape un code PIN quand on utilise sa carte bleue. Exactement pareil. Et là, on avait juste un code PIN à retirer. Et là, l'idée, c'est que en fait, la clé primaire que tu utilises, elle reste dans la carte. Et en fait, tu envoies des infos que la carte va chiffrer pour toi et qu'elle te renvoie chiffrée ou déchiffrée dans l'autre sens. Mais en fait, la clé reste physiquement dans la carte et donc on ne peut pas l'extraire pour la recopier pour faire de l'usurpation d'identité. C'est encore plus sécurisé, oui, parce que donc le secret crypto-mathématique n'est même pas dans l'ordinateur, sachant que tous les ordinateurs sont piratables. Donc en fait, il suffit de débrancher la clé de l'ordinateur et tu es sûr qu'on va plus usurper ton identité. Alors que si tu as mis alors que tout ce que tu fais... Vas-y. Ça rajoute une couche de sécurité. Oui, c'est ça. Tout ce que tu fais avec ton ordinateur, en fait, on peut le simuler. On n'est jamais sûr que c'est toi. Les ordinateurs, ils ont là encore des failles de sécurité qui apparaissent. Il y a toujours des failles de sécurité. Oui, on en parle toutes les semaines, on en parle. Voilà. Donc à ce niveau-là, la sécurité n'est plus dans cette machine qui est un gros blob de logiciel, Phobésité, on dit, ou voilà, mais c'est juste dans la carte à puce qui est branchée, déconnectée. Et bon, il y a toujours moyen que l'ordinateur fasse faire à la carte à puce des fausses informations, fasse signer. Voilà, il y a encore c'est pas complètement, mais c'est le niveau de sécurité le plus ultime qu'on peut atteindre. C'est à la limite la surface d'attaque. Petite précision, tu as mentionné PGP, OpenPGP. Alors, OpenPGP, c'est un standard. En fait, c'est un standard qui décrit le fonctionnement des logiciels pour chiffrer notamment ces mails ou d'autres choses. PGP, c'est la première implémentation, en fait. C'est celle dont a découlé le standard après, qui a été discuté et formalisé. Il y a d'autres implémentations, donc GNU-PG et d'autres. Oui, il y en a d'autres qui arrivent, c'est qu'il y a PGP, il y en a voilà. GNU-PG, c'est toujours l'implémentation de référence, mais c'est vrai qu'elle a quand même un peu de dette technique et que ça devient Werner Core. En fait, on peut faire tellement de choses avec OpenPGP et comme c'est un peu sur le modèle du bazar, il y a des petites guerres de chapelle il y a trop de souplesse dans ce qu'on peut faire avec, et du coup il y a des gens qui le font d'une certaine façon, il y a des petites incompatibilités qui se font à droite à gauche, et du coup des gens qui disent non mais c'est comme moi, qui disent non mais c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, mais disent non c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, et donc c'est vrai que ça a freiné un petit peu le développement d'OpenPGP, en plus de la complexité technique de faire de la cryptographie asymétrique. Alors moi j'ai une question, ça s'adresse à quel type d'utilisateur? Est-ce que c'est les gens qui ont Windows? Est-ce que c'est les gens qui ont Linux? Est-ce qu'ils ont macOS? Enfin voilà. À qui ça s'adresse en fait? Alors, le problème des GAFAM en général, c'est que comme PGP intègre le chiffrement par défaut, c'est la première couche, et que ce chiffrement-là s'attaque directement à leur business model. Donc Microsoft, les solutions Microsoft,
elles en font un petit peu, des fois, elles proposent d'autres solutions alternatives, mais je déconseille d'utiliser les clés sous Microsoft parce que ils peuvent toujours mettre des bâtons dans les roues si jamais l'utilisation d'OpenPGP attaquerait leur business model. Pour l'instant, Google est encore relativement compatible, c'est-à-dire que sur Android, ça marche très bien sous Android, les clés de sécurité qu'on fait. D'accord. Ça marche aussi, alors sous Mac, dans l'écosystème Macintosh, c'est un peu plus difficile. Donc nous, ce qu'on fait, on fait Debian. Le produit Debian, c'est un Debian avec lequel on rajoute des couches de configuration et nos logiciels de vulgarisation pour faciliter l'usage d'OpenPGP. Et derrière, on crée une identité numérique. Donc ça s'appelle le premier produit, c'est OpenPGP ID. Et cette identité numérique, là, ensuite, on peut s'en servir sur Android assez facilement grâce au Thunderbird qui a beaucoup travaillé et OpenCachen. Avec Thunderbird plus OpenCachen, donc du coup, le grand public maintenant peut chiffrer et signer ses emails sous Linux et sous Android. Voilà. Mais sinon, pour Mac et Windows, non, ça. J'espère que ça viendra, mais c'est pas moi qui vais le faire, je vous le dis clairement. J'imagine. Mais après, peut-être qu'ils ont leur propre solution pour chiffrer leur. Après, il y a des choses, mais il y a des choses qui sont fournies par Microsoft. Mais on a vu que des fois, c'était pas si bien chiffré que ça. Pas si foufou. Voilà. Après, il y a d'autres gens. Il y a VeraCrypt, d'autres trucs mais c'est plutôt utilisé pour chiffrer les disques durs, notamment. Donc pour éviter qu'on se fasse, si on se fait voler son ordi, que les données soient recopiées. On a du chiffrement aussi sur Mac. Oui, mais pareil, on peut aussi chiffrer les disques durs aussi. Ce qui fait que nos ordinateurs après ou nos téléphones, ça deviennent des briques. Voilà. Mais voilà, ça c'est plutôt pour ce qui est des supports, donc des supports de stockage, les disques durs, etc. Après pour l'échange de mails, il faut plutôt utiliser effectivement des choses qui sont basées sur OpenPGP. En théorie, même pas qu'en théorie, il y en a qui le font, mais c'est vrai que c'est peut-être moins bien intégré parce que aussi les développeurs, ceux qui développent ces logiciels-là, ils sont souvent sous Linux, donc effectivement, ils testent moins peut-être sur Mac et sur Windows, quoi. Oui, après voilà, moi je voulais savoir l'ouverture et à qui ça s'adresse. Thunderbird intègre le chiffrement OpenPGP et Thunderbird il est disponible sur Mac, sur Windows aussi. Ouais. Donc on peut en théorie, c'est juste que du coup c'est moins facile d'intégrer, et corrige-moi Jean-Jacques si je me trompe, c'est moins facile d'intégrer ça avec l'utilisation d'une carte ou d'une clé USB de sécurité. Parce que notamment l'implémentation dans Thunderbird, elle n'a pas prévu ça au départ, quoi. Voilà, je crois que c'est en train de changer. On est arrivé. Il y a Laurent qui a quelqu'un de l'association, on a montré, on a fait des POC, et donc notre identité numérique OpenPGP qu'on met sur une clé de sécurité, la YubiKey, on conseille, ou la NitroKey, il arrive aussi à déchiffrer ces emails assignés depuis Windows. Mais il a dû faire quand même pas mal de petites modifs à droite à gauche, c'est lourd et il y a pas mal de configurations à faire dans Windows et c'est plus fragile. Et donc c'est pour ça que moi je préconise pas parce que j'ai pas envie de faire du support, de perdre une heure parce que les gens il a Windows et que Microsoft devrait casser quelque chose de son côté. Voilà, je suis sur Microsoft, c'est une horreur. Ou alors il faut être payé très cher, mais moi j'ai pas de temps à perdre à faire du support Microsoft. Non mais voilà, après chacun a sa manière de voir l'informatique aussi. Hein. Non mais il faut dire que Microsoft fait beaucoup en ce moment pour promouvoir Linux, donc bon. Voilà, comme quoi. Finalement. Il le meilleur. Et oui. Donc c'était, t'as un peu répondu à la question que j'avais dans la liste. Donc voilà, quels outils vous proposez dans l'association FouPGP t'as plus ou moins dit ça. Après, il y a des briques en dessous. Enfin, il y a plusieurs briques qui permettent de faire ça. Donc, alors Debian, en fait, c'est une base Debian. Donc Debian, c'est une distribution de GNU Linux. On a déjà parlé un petit peu. Avec donc une surcouche pour gérer son identité numérique basée sur OpenPGP. En gros, c'est ça ? Tout à fait. Et Debian, l'objectif, c'est juste que les process Debian sont un peu longs, mais mon objectif, c'est que tout ce qu'on fait sous Debian se remonte upstream sur Debian et profite à tous les utilisateurs Debian, et de là à tous les utilisateurs Linux, et de là à tous les utilisateurs Mac, et de là à tous les utilisateurs Microsoft. Mais la suite du chemin, c'est pas moi qui vais la faire. J'imagine. Mais en tout cas, tous ceux qui vont pouvoir utiliser Thunderbird pour leur mail sur cette distribution vont pouvoir bénéficier d'OpenPGP. Et après, si tu fais l'utilisation d'un navigateur pour aller sur Internet, du coup, ça crypte ta navigation ?
Non, pas encore. L'avantage, alors, là, je vais vendre un peu les YubiKey. Il y a une autre norme qui est concurrente, qui est la norme WebAuthn ou Mhm. FIDO2. Et l'avantage des NitroKey comme des YubiKey, donc des clés de sécurité qu'on manipule dans l'association, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la partie OpenPGP, mais elles gèrent aussi le protocole FIDO WebAuthn. Donc, on peut servir de la même clé pour signer, chiffrer ses emails et pour s'authentifier sur le web. Pour s'authentifier sur le web en OpenPGP, c'est des POC que j'ai fait il y a 15 ans, qui n'ont pas été reprises nulle part, et donc pour l'instant, ce n'est pas possible, tout simplement. Ok. Il faudra donc mettre du code dans les navigateurs, tout ça, c'est ce que je faisais dans Ouais. les serveurs. Ouais, Et il faut vouloir, il y a quoi. toute une échelle. Ça va prendre 5 ans facilement. Ah, mais Ça- on va- si- t'as pas les millions pour si- faire du lobbying chez Google et tout, pour dire ouais, on va mettre ça dans Chrome et tout. Ah ouais, ça serait bien. Bah, et je les aurai jamais. Et Je voilà. n'aurai jamais les millions puisqu'on fait du chiffrement et qu'on casse leur business model qui est de De alors, nous capter sommes les données des gens. exactement Ah, c'est de pas capter toi qui l'as les dit. gens pour leur dire quoi penser, pour leur faire comprendre, décider à leur place de quoi penser. Ok. Oui, Alors- savoir quoi acheter plutôt. Eh oui. Bah, c'est pareil, ça vient avec. Alors, comment on pourrait participer si par exemple on est intéressé par un peu la sécurité de ces mails, de ces échanges? C'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui ont pas forcément, qui pensent en tout cas ne pas avoir grand chose à cacher, mais Ouais, non, Voilà. mais bon, ça va, quoi. En même temps, comment on peut participer du coup dans l'association? Qu'est-ce qui est proposé par l'association et comment on peut s'investir aussi dans l'association pour aider? Bien sûr. Alors, le plus simple, c'est d'adhérer. En plus, la cotisation, bah, elle est libre et ça permet de faire rentrer un peu de sous et de nous financer. Mais sinon, ensuite, surtout, là, on a un atelier qui commence à être prêt, à être rodé, justement, où en une demi-journée, les gens, ils créent leur identité, leur certificat OpenPGP avec leur identité numérique OpenPGP ID. Ça, c'est des innovations que nous avons développées dans l'association. Ils les intègrent, ils impriment en fait leur identité numérique sur du papier. Donc ça, c'est en utilisant techniquement l'algorithme de partage de secrets de Shamir. On va parvenir, en fait, il y a 5 papiers différents. C'est plus sécurisé que ce qu'on retrouve dans les cryptos avec la BIP39, pour ceux qui connaissent. Alors, l'idée, c'est en fait, on va partager la clé entre plusieurs porteurs et en fait, il faut par exemple être au moins 2 ou 3 pour reconstruire la clé. Donc, par exemple, s'il nous arrive un truc, on veut que les gens puissent soit déchiffrer, soit révoquer la clé. Et en fait, on a distribué ça à l'avance à des amis. Et puis, ils vont se retrouver, ou des membres de la famille, par exemple, ils vont se retrouver et on va pouvoir reconstituer la clé pour faire des choses. Ou si nous, on la perd, par exemple, on va redemander à qui on connaît, quoi. Exactement. En fait, c'est une identité numérique décentralisée. Actuellement, on a des identités, on a un passeport, c'est signé par des tiers des autorités de certification, des autorités, l'État. Tu regardes ton passeport, il est signé par la préfecture. Tu ne sais pas qui y a derrière la préfecture, mais il y a le préfet qui a signé du moins. Tu ne sais pas comment il est passé, en quelle main il est passé, mais tu vois. Et c'est centralisé, c'est des pyramides, des traits hiérarchiques, très pointus, de certification. Et à la tête, il y a un single point of failure, à la fois un single point of failure, donc un point unique qui peut. Vas-y, François, explique single point of failure. En gros, c'est un point où si ça casse, il y a tout qui part en morceaux, quoi. Voilà. C'est ça. Et en plus, ce point où tout ça casse, c'est un contrôle énorme sur le reste de l'écosystème. Donc, nous, ce qu'on propose, il n'y a pas ça. C'est la toile de confiance. Et on est tous plus ou moins autorité de certification. Donc, on distribue la responsabilité d'authentifier les gens et de dire oui, je le connais, un tel, c'est machin. Donc au final, notre modèle de confiance est à la fois plus solide et aussi plus respectueux des individus. Voilà. C'est bien. Non, n'est-ce pas? Bon, bref, en une après-midi, les gens, sans comprendre tout ça, ils font leur identité numérique qu'ils impriment sur 5 papiers. Ensuite, qu'ils distribuent, ils en planquent 2 chez eux, ils en distribuent 3 autres à un copain. Par défaut, c'est par défaut, ils vont ensuite en scanner 3, n'importe lesquels, le même jour. Et du coup, une fois qu'ils ont scanné, leur identité numérique va être transférée sur leur clé de sécurité, cette carte à puce, qui a une connectique à la fois USB et NFC. Alors, on n'a pas l'image à la radio, mais en fait, ça ressemble à une petite clé USB. Voilà. Un dongle, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, cette petite clé USB, ils peuvent à la fois la brancher dans leur PC quand ils vont déchiffrer des emails,
ou quand ils vont signer des emails. Alors, quand ils vont signer des emails, ils pourront aussi signer des documents notariés. Juridiquement, ça a une valeur de notariale. Pour l'instant, il n'y a pas encore jurisprudence, il y a les notaires qui s'en servent pas encore, ils ont leur techno un peu plus bancal qu'ils utilisent. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ça pourrait être très bien que tout l'État français pourrait utiliser les signatures OpenPGP et reconnaître les signatures OpenPGP comme signatures officielles. Où on pourrait justement réinventer un État rien qu'avec ce concept-là. Et surtout, donc, ils vont brancher leur clé sur l'ordinateur pour signer et déchiffrer leurs emails. Et pareil, avec leur téléphone, ils vont passer la clé derrière leur téléphone sous Android pour déchiffrer et signer leurs emails. Voilà ce qu'on propose en une après-midi. Sans contact. Sans contact, exactement. Et derrière, pour les plus avancés, pour les développeurs, c'est carrément utiliser la clé pour se connecter en SSH ou pour signer ses commits Git. Et ça, Et du coup, les utilisateurs, ils ont des professions particulières pour aller avoir ce type de sécurité? Non. Même pas. Non, c'est vraiment le grand public. Vraiment C'est utilisé sur le grand public. Il commence à rouler, à être vendable, quoi. Et le but, c'est là ce qu'on dit, il y a adhéré, mais aussi on cherche justement des gens qui veulent se former pour former encore d'autres gens pour produire ces ateliers. Parce que moi, pour répandre le savoir. Exactement. Grâce à nos outils qui facilitent l'usage. On a développé des outils. Et dans ces ateliers, on utilise nos outils et c'est assez fluide. Et la complexité a été la marge de la complexité a été grandement rabaissée et est devenue accessible à tout le monde. Et du coup, tout le monde peut avoir une sécurité supérieure à celle qu'on trouve avec Signal. Bon, je ne parle pas de Telegram et WhatsApp qui sont encore moins bien, par exemple. Voilà. Donc le but, c'est de reprendre un peu en main sa vie privée. Alors il y a des personnes qui vont avoir peut-être plus envie tout de suite maintenant. Voilà, des gens qui peuvent être plus militants et qui peuvent avoir envie de ne pas se faire fliquer tout le temps. Voilà, exactement. Mais tout le monde peut avoir envie de dire non, je veux pas qu'on le lire dans mes mails. On est bien d'accord. Eh ben merci Jean-Jacques. Et puis on te recevra peut-être une prochaine fois pour d'autres sujets. Oui, parce qu'apparemment tu aurais plus de 10 vies dans une seule vie, donc ce serait très intéressant de pouvoir rééchanger avec toi sur d'autres sujets. C'est une petite musique. On écoute une musique et on se retrouve pour l'agenda. Merci beaucoup pour votre invitation. Je fais des gros bisous à tout le monde. Merci. Et du coup, on s'écoute... une chiptune. Slow Me Down Fast. Toujours. Allez, merci. C'est parti. Slow Me Down Faster by Anybody Lame, TRSI. Ah oui, il s'agissait d'une fast music, une musique qui a été réalisée directement sur place, qui dure à peine 30 secondes. Ouais, mais c'est sympa. Mais voilà, ça fait une petite virgule. C'était un peu... Pourtant, j'ai normalisé en important. Mais... Comme quoi, nous allons passer à l'agenda. Ah oui, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une formation découpe laser pour apprendre à utiliser la machine à gravure, la découpe du bois, le cuir, d'autres matériaux payants sur inscription, adhésion et 35 € au fabricant. Oui. Eh bien oui, ce sera le 6 mai, la semaine prochaine, de 18h à 20h, donc toujours au Fabrico, cette rue Belle Image à Valence. Festival Micro-Contact. Ce festival propose de nombreux thèmes comme la licence libre, l'informatique musicale, la démo scène, le do-it-yourself, avec notamment Cookie Collective. Qui fait des chiffres. Do it au 10 mai, plusieurs lieux à Saillant dans la Drôme. Ouais, on va voir si on peut essayer d'y aller, mais moi je suis pas dispo. Donc, Post Café Linux, peut-être Madbelle pourra. Ça fait un peu loin, ça. C'est vrai, c'est vrai. Post Café Linux, votre rendez-vous hebdomadaire. Ah, rendez-vous, vous êtes oui. Est-ce que Linux vous passionne ou vous voulez simplement jazzer de logiciels libres dans une ambiance décontractée ? Rejoignez-nous pour la pause Café Linux, un rendez-vous unique de la francophonie linuxienne. C'est le moment idéal pour briser l'isolement, partager vos découvertes et rencontrer d'autres passionnés de l'écosystème Linux au Québec. Tous les vendredis de 11h45 à 13h, heure locale au Québec. Eh bien, c'est en virtuel. Tabarnacle. Croco Festival, l'événement annuel des Amstradistes, Armstrong Grand Peak, et des vieux et autres vieux ordi. Payant sur inscription du 8 au 10 mai à Rochefort.
Eh bien, du lien des liens, Mému, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper? Eh bien, toutes les vidéos du FOSDEM 2026 sont maintenant en ligne, y compris là, pour la DevRoom Retro Computing. Ça y est, on te J'avais voit regardé, dessus. ouais, j'avais surveillé, mais il y en avait une qui n'était pas dispo et tout, et moi j'avais pas l'accès pour le faire. Masterboot Record MBR sort un album live, Real Time Execution. Alors, contrairement aux albums studio entièrement faits par ordinateur, celui-ci enrichit leur musique avec des guitares et des performances sur des Commodore 64 et Amiga 500. Oh, parfait. Et ouais, j'ai écouté, c'est sympa. On connaissait Bonjour la fuite, qui Oui. liste les fuites de données, mais comme toutes les initiatives bénévoles, il a eu droit à son repompage par d'autres. Non, je blague. Mais France 8, c'est le premier portail public à assumer pleinement ce que tout le monde sait déjà. Vos données personnelles ont fuité, fuitent encore et fuiteront demain. Plutôt que de le cacher, nous en avons fait un service public. On vous rassure ou pas, c'est une parodie ce coup-ci. Je vois Jean-Jacques qui est mort de rire. Ah oui. Ah, d'ailleurs, tu parlais de sécurité. Bah là, non, c'est... Là, on est en plein dedans. Voilà. Eh bien, astrologique, frottons cette boule. Alors, libriste. Mes circuits sont niqués, puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe? Je veux GNU PG à la place. Oh, vestige de l'armure. Ah oui. Mes cœurs, alors ce chèque gravé au laser sur une planche est légal? Par contre, va-t-il passer la porte de la direction des impôts? Oui, on rappelle qu'on a le droit de faire un chèque sur tout support. Il faut juste qu'il y ait toutes les mentions légales. C'est ça. Et du coup, des fois... nerd. Oui, tiens, du coup, ça m'étonne que personne n'ait encore proposé de renommer Orange en France Télécom. Parce qu'il y a plein de renommages de France machin, France bidule. Typographe, ne pas confondre police de caractère avec flic énervé. Télétravailleur, si vous voulez vous brancher chez le voisin, prévoyez l'enrouleur avec la bonne longueur de câble. Cryptographeur, on dit chiffré, bordel. Non, là, on est vraiment dans une crypte. Quoi, j'ai dit une bêtise tout à l'heure? Non. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Retrouvez nos liens sur le blog _radio.fm. Et puis on rappelle que quand même, vous pouvez nous écouter sur Radio Méga, 99.2. Radio Primitive, Westrack ou bien Fréquence Mutine. Ou Radio Cactus. Et aussi Cactus. Qui n'est plus à Saumur-en-Brionnais. Non, ils sont à Marcy. Voilà. Je salue nos amis Saliane et Sylvain qui peuvent aussi nous écouter de temps en temps quand on passe dans leur poste aussi, quand ils rentrent chez eux et qui nous écoutent parce que le mardi c'est à 20h là-bas. Et oui. On n'est pas écoutés aux mêmes heures. Quoi qu'il en soit, eh bien, merci Jean-Jacques, merci de nous avoir supportés pendant cette heure. Merci à vous, c'est peut-être moi qui... C'est moi qui vous remercie, c'est vous qui m'avez supporté. En plus, on a dépassé le chrono là. Le temps. Ça va, on sera pas coupé. Non, ça va. On arrive à faire des magies au montage. Non, il n'y a pas besoin là. Non, nickel. Pour l'instant, ça va. On fait pas vraiment de... On déborde pas trop. Ça devrait le faire. Eh bien... À la semaine prochaine. Ah bah ouais. Ciao. Salut. Bye. Bye. Ah, il faut que je mette le générique sur le machin là. Et hop. Et que je fasse... voilà. Ah, ouais, faut tout faire à la main là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ça déconne. Manuel. On est Manuel. Manuel, lance le générique. Manuel Valls. Manuel, lance le générique.